On laisse juste le temps à tout le monde de revenir devant son écran. J'allume la lumière. Eh ben, écoute, Christophe, si c'est bon pour toi, on va pouvoir y aller. Donc, le docteur Christophe Guiton est chef de service du service de réanimation du centre hospitalier du Mans. Il connaît particulièrement bien les questions de l'intubation et spécifiquement de la préoxygénation au cours de l'intubation en réanimation. Donc, Christophe, c'est à toi. Eh bien, merci beaucoup. Vous m'entendez bien là? Ça marche bien? Très bien. Oui, on va juste faire un petit contrôle sur le chat pour vérifier qu'il n'y a pas de souci. Pour nous, c'est parfait, mais D'accord. Ben, écoutez, je commence. Merci beaucoup de cette invitation. Ça me fait toujours plaisir d'être invité évidemment au collège et de parler à nos nouvelles promotions de médecine intensive réanimation. Donc, on m'a demandé en une vingtaine de minutes de traiter de l'intubation. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'en fait, l'intérêt, et j'espère que je vais vous en convaincre, c'est quand on travaille sur l'intubation, c'est surtout d'essayer d'en réduire les complications et que l'intubation en réanimation a une certaine spécificité. Alors, mes conflits d'intérêts sont essentiellement avec Fischer & Paykel, qui m'invite au congrès de réanimation, et surtout qui a financé une toute petite partie, mais qui a quand même financé en partie les travaux que j'ai faits sur la préoxygénation. Alors, l'intubation en réanimation, je vais essayer de parler rapidement de ces 3 points. C'est d'abord un contexte, c'est détecter l'intubation difficile pour essayer d'en éviter une bonne partie des complications. Et puis, c'est surtout essayer d'optimiser la procédure et on s'arrêtera sur quelques points. Alors pourquoi l'intubation en réanimation, c'est une certaine spécificité? C'est non programmé, ça vous commencez à le savoir. Et puis surtout, c'est des situations qui sont souvent très dégradées, avec une instabilité respiratoire, avec souvent de l'hypoxémie ou de l'hypoxie tissulaire, souvent de l'instabilité hémodynamique, des défaillances associées éventuellement. Une bonne partie des malades arrivent avec l'estomac plein et donc un risque d'inhalation augmenté. Et puis, par définition, c'est en urgence et donc la plupart du temps, on essaye, suivant les circonstances, d'intuber nos malades quand ils sont déjà en réanimation, mais pas toujours. L'environnement n'est pas toujours adapté et parfois l'intubation est en plus faite avec un certain retard et on peut le déplorer. Alors l'équipe de Samir Jaber à Montpellier a été assez précurseuse dans ses travaux sur l'intubation et a participé à beaucoup de ces travaux et a lancé un peu les réanimateurs français dans ses travaux sur l'intubation. Et donc au début des années 2000, a montré que l'intubation en réanimation, il y avait beaucoup de complications. C'est-à-dire qu'une fois que le malade est intubé, on oublie que ça a été compliqué. Mais il y a près de 25% des malades qui font des complications respiratoires et hémodynamiques. Il y a quelques arrêts cardiaques et pour le malade qui le subit, c'est problématique, même si c'est très rare. Et puis, il y a des complications un peu moins importantes. Mais il y a beaucoup de complications sévères. Et puis, ces complications sont d'autant plus présentes que le malade est porteur d'une insuffisance respiratoire aiguë ou de troubles hémodynamiques, ce qui est donc assez fréquent en réanimation. Et puis, quand on regarde, ça c'est un travail qu'on avait fait quand je travaillais à Nantes, quand on prend des séries de malades sévèrement hypoxémiques, là, c'était essentiellement des pneumonies, on n'est plus à 25-30% de complications, mais on est probablement à des taux, réellement au-delà de 50% de malades qui se compliquent, au-delà de 50% de malades qui font des complications sévères. Donc, c'est un des vrais problèmes de l'intubation en réanimation. Et ces complications, elles sont d'autant plus fréquentes et sévères que le malade est difficile à intuber. Et ça, c'est un travail qu'avait fait l'équipe de Samir Jaber, avec en noir les malades avec une intubation difficile. Et de manière significative, il y avait plus de complications hémodynamiques et respiratoires, plus de complications sévères. Donc, un des messages, c'est ne pas confondre une intubation difficile et une intubation compliquée, mais l'intubation difficile augmente le risque d'intubation compliquée. Et d'ailleurs, les facteurs prédictifs en sont différents. Un des autres messages, c'est qu'il faut considérer que tous les patients à intuber en urgence dans nos services de réanimation sont à fort risque d'intubation compliquée et qu'il va falloir essayer d'anticiper, de prévenir ces complications et notamment de jouer surtout sur l'oxygénation des patients et pour éviter cette désaturation qui font le lit des arrêts cardiaques.
Alors, un des points, c'est comment peut-on détecter ou prédire l'intubation difficile. Alors, c'est important, même si, contrairement à d'autres situations, c'est-à-dire notamment le bloc opératoire, de toute façon, nous, on a décidé d'intuber le malade et il va falloir l'intuber. Donc, chercher ces critères est malgré tout important parce que ça va nous obliger à être plus vigilants et peut-être à prévoir une stratégie ou au moins prévoir un coup d'avance. Alors, il y a les critères classiques de prédiction de cette intubation difficile. Il y a la classification de mal-empathie, l'ouverture de bouche, la distance thyromentale, la mobilité cervicale, la circonférence cervicale et puis la recherche d'un syndrome d'apnée du sommeil. Alors souvent, quand on regarde dans les travaux, c'est des critères où on n'a pas tellement l'habitude de les rechercher. Alors est-ce qu'il faut les rechercher tous? Probablement non. Et si on regarde ceux qui sont le plus prédictifs, c'est de manière pas géniale quand on voit l'air sous la courbe, mais enfin, c'est probablement le mal-empathie qui fait le moins mal pour prédire l'intubation difficile. L'équipe de Samir Javert avait proposé en 2013 là, ce score de Macocha, qui est certes un peu survendu, mais qui est simplement une manière un peu déguisée de se forcer à chercher des critères prédictifs d'intubation difficile, avec ce qui n'est pas inintéressant, des facteurs qui sont liés au patient lui-même, et vous voyez que le score de mal-empathie prend une bonne part là-dedans, des facteurs qui sont liés à la pathologie, et donc notamment l'hypoxémie sévère, et puis des facteurs liés à l'organisation. Et donc, sur un score maximum total de 12 points, la barre est fixée au-dessus de 3 points, où émerge un taux assez conséquent, au-dessus duquel émerge un taux assez conséquent de complications. Donc, peu importe le score Macocha, c'est plutôt dans la démarche de s'astreindre à rechercher, à prédire que cette intubation est à risque d'être très compliquée. Alors, attaquons maintenant le dur, c'est-à-dire la procédure d'intubation elle-même. Donc, on ne va pas refaire ici un atelier d'intubation. Hein. Vous en avez peut-être déjà fait, vous avez commencé à intuber. Et il y aura des ateliers de simulation dans vos centres, s'ils n'ont pas déjà eu lieu. Et donc, la procédure d'intubation, ben, elle va de la préparation, de l'organisation. Alors ça, on ne va pas le traiter aujourd'hui. Elle passe par la préoxygénation, hein, dans l'ordre chronologique, et puis par l'intubation qui a lieu après une induction en séquence rapide, qui provoque donc l'apnée, et puis l'intubation elle-même avec le franchissement des cordes vocales par la sonde d'intubation, enfin on l'espère au moins, puis le post-intubation, c'est-à-dire le démarrage de la gestion de la période de réanimation. Alors, attaquons le sujet de la préoxygénation. Donc, vous avez ici les trois dispositifs. Hein. Martin Dress a ébauché la discussion. Donc, il y a la préoxygénation standard qui se fait ou qui se faisait au bloc opératoire avec le bavus, l'oxygénothérapie au débit et la ventilation non invasive. Alors, pourquoi faut-il préoxygéner? On l'a vu, il y a un taux de désaturation extrêmement sévère chez nos malades, et c'est ces désaturations qui font le lit de l'arrêt cardiaque notamment, et des quelques décès dans les séries d'intubation. Donc, quel est l'objectif? C'est de maintenir le plus longtemps possible la saturation en oxygène, malgré la consommation d'oxygène qui continue, et malgré l'apnée qui est induite par l'induction en séquence rapide. Le principe, c'est la dénitrogénation, c'est-à-dire qu'on sature complètement la capacité, ou on essaye toujours, de saturer complètement la capacité résiduelle fonctionnelle en oxygène pour avoir de l'oxygène pur dans la cage thoracique, dans les poumons. Et si on voulait évaluer, ce qui est parfois fait au bloc opératoire, mais pas réellement fait en réanimation, il faudrait évaluer la qualité de cette préoxygénation, de cette dénitrogénation, par la fraction expirée en oxygène. Alors souvent, on oublie que dans cette phase de préoxygénation, il y a en fait deux phases distinctes. C'est la préoxygénation à proprement dite, quand le malade respire encore avant l'induction en séquence rapide. Et puis, il y a la phase d'oxygénation apnéique, c'est-à-dire pendant que votre malade est curarisé et qui n'est pas encore intubé. Et cette oxygénation apnéique est souvent négligée en réanimation.
Alors, ce qu'on sait, c'est que cette préoxygénation, c'est un exercice qui est quand même assez difficile en dehors du bloc opératoire. Ces travaux qui datent un peu de Mort avaient montré que la préoxygénation chez les malades stables, c'était assez facile avec 4 minutes de préoxygénation en méthode standard. Mais dès que les malades étaient instables, on arrivait à des taux d'oxygénation qui étaient beaucoup plus faibles, et notamment quand les malades étaient porteurs de pathologies cardio-respiratoires. Le même auteur, quelques années plus tard, avait montré que poursuivre la préoxygénation au-delà de 4 minutes n'amenait pas d'intérêt. Et au bout de 3-4 minutes, il faut considérer que vous avez atteint votre objectif de préoxygénation et qu'il faut intuber le malade. Alors, par rapport aux méthodes standards, là, sur les 15-20 dernières années, on s'est escrimé à essayer d'utiliser des dispositifs considérés comme alternatifs au départ, mais qui sont devenus la routine, pour essayer d'optimiser cette préoxygénation et éviter ces épisodes de désaturation. Donc, je ne prends pas par ordre chronologique, mais depuis quelques années, vous savez qu'on travaille beaucoup sur l'oxygénothérapie à haut débit par canule nasale, avec des avantages théoriques qui sont que ces dispositifs permettent d'avoir des FiO2 très élevés, d'avoir un lavage de l'espace mort important, notamment grâce au débit. Il faut utiliser ces dispositifs avec du haut débit, c'est de l'oxygénothérapie haut débit. Et puis peut-être que ça génère un petit peu de pression, même si ce niveau de pression est probablement pas très élevé. Et puis surtout, maintenant, Martin vous l'a montré dans le topo précédent, Martin Dress, c'est un continuum dans la prise en charge de l'insuffisance respiratoire aiguë hypoxique, on le voit aussi dans le Covid. Et puis, ça permet de maintenir l'oxygénothérapie durant l'apnée induite par l'induction en séquence rapide. Alors nous, on a mené des travaux, notamment pour savoir si cette oxygénothérapie faisait mieux que la préoxygénation standard au masque. Alors, je n'ai pas pris dans l'ordre chronologique, mais plutôt dans l'ordre physiopathologique, en d'abord se focalisant chez les malades peu ou pas hypoxémiques, c'est-à-dire en gros des malades avec des troubles de la vigilance pour la plupart d'entre eux. Donc, on a publié ce papier il y a 2 ans maintenant, dans une cohorte de 200 patients qui ont été randomisés entre de l'oxygénothérapie au débit et de la préoxygénation standard au bas-vu. Donc pour la préoxygénation avant une intubation. Donc c'était une étude multicentrique et ces travaux ont montré qu'il n'y avait pas de différence significative sur la saturation la plus basse, sur les désaturations, même s'il y avait une tendance à avoir un peu moins d'épisodes de désaturation sous oxygénothérapie. Par contre, il y avait une baisse significative des complications hémodynamiques et respiratoires dans le groupe oxygénothérapie haut débit. Alors, est-ce que l'oxygénothérapie rend service chez les malades les plus sévères, chez les plus hypoxémiques? C'est ceux qui nous préoccupent le plus. Hein. Et donc, avec la même équipe et les mêmes investigateurs, on avait mené une étude dont le design était à peu près semblable, de préoxygéner, de randomiser avec une préoxygénation pour la moitié des patients, avec de l'oxygénothérapie à haut débit, mais des patients sévères avec une pneumonie et un rapport P sur F à moins de 200, la moyenne étant aux alentours de 100. Donc, c'était des malades très sévères. Et bien là, malgré cette préoxygénation au débit et malgré le maintien de l'oxygénothérapie pendant la phase apnéique, il n'y avait aucune différence sur le critère principal qui était le taux le plus faible de saturation en oxygène, aucun effet sur les épisodes de désaturation. Il y avait exactement le même taux de complications dans les deux groupes. Donc, cette étude n'avait pas montré de supériorité de l'Optiflow par rapport aux méthodes standards chez les malades les plus sévères. Alors, vous avez eu un topo sur la ventilation non invasive. Hein, depuis les années 2000, c'était ventilation non invasive pour tout le monde, dans toutes les pathologies. Et compte tenu de ces avantages théoriques, c'est vrai que pour la préoxygénation, on peut imaginer que ce soit un dispositif efficace. La FiO2 est réellement élevée à 100%. Il y a un vrai recrutement alvéolaire. On crée de la pression avec nos ventilations non invasives. On augmente les volumes.
Par contre, il y a quelques désavantages, il y a quelques contre-indications. Il faut que le malade ne soit pas trop agité. Il y a un risque de distension digestive même sur quelques minutes. Et puis, il n'y a pas de maintien possible pendant l'apnée. Alors, est-ce que la VNI faisait mieux que la préoxygénation standard? Ça, en fait, dans un ordre qui n'est pas du tout chronologique, hein, c'est au début des années 2000, il y avait eu ce travail de l'équipe de Samir Jaber et Christophe Bayard, qui avait montré dans une étude bicentrique que ça permettait d'éviter les désaturations de manière très significative. Pendant la procédure d'intubation, les malades ne désaturaient plus ou quasiment plus. Il y avait beaucoup moins d'épisodes de désaturation dans le groupe ventilation non invasive. Et on a vécu longtemps sur cette étude et on oublie que cette étude, en fait, elle était sur un tout petit ou deux tout petits effectifs de près de 25 patients dans chaque groupe. Alors, ce même groupe de recherche a essayé de faire une étude de plus grande envergure avec une étude multicentrique sur près de 100 patients dans chaque groupe, mais n'a pas réussi à confirmer ses résultats initialement avec un design, bon, je vous passe les détails, mais cette étude a mis beaucoup de temps à se faire avec un critère de jugement principal qui était un petit peu atypique. Et donc, les travaux sur les dernières années, considérant que l'OptiFlow ou le haut débit était devenu la méthode de référence d'oxygénation, Martin Dresse vous a montré rapidement les travaux, mais l'équipe de Poitiers s'est lancée dans ce travail prospectif multicentrique, Florali 2, pour comparer la préoxygénation par VNI en comparant au deuxième bras qui était l'oxygénothérapie au débit. Donc, je passe rapidement parce que donc, Martin vous a montré les résultats, mais c'est quand même une grosse étude, beaucoup de centres, 150 patients, plus de 150 patients dans chaque bras, avec une étude qui est globalement pour la population négative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de supériorité de l'OptiFlow, même s'il y avait une tendance. Alors, ils avaient pris comme critère principal les épisodes de désaturation à moins de 80%, mais quand on prend la saturation la plus basse, la moyenne de la saturation la plus basse, eh bien les critères sont aussi, le critère du jugement est là aussi, il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Mais si on isole ce qui était prévu a priori, les malades les plus sévères, avec un rapport P sur F à moins de 200, on a un effet significatif, donc une tendance de cette étude à montrer que la ventilation non invasive a peut-être un effet ou a un effet chez les malades les plus sévères en comparaison de l'oxygénothérapie au débit. Donc, ce qu'on peut dire pour finir sur la préoxygénation, vous voyez que d'abord, il y a un contexte en fonction du degré d'hypoxémie, hein, des malades les moins sévères aux malades les plus sévères. Il y a le contexte du support ventilatoire ou du support respiratoire avant l'intubation. Donc, vous savez que la plupart des malades très sévèrement hypoxémiques, maintenant, ils sont rarement sous ventilation non invasive, mais plutôt sous oxygénothérapie au débit. Et puis, donc, le choix du dispositif de préoxygénation. Il y a toujours une place, du coup, pour les malades les moins sévères, notamment par la méthode standard du BABU, que l'oxygénothérapie a peut-être une place, notamment pour les malades qui sont déjà sous oxygénothérapie, mais plutôt pour les moins sévères, et que la ventilation non invasive, il y a une tendance quand même pour la réserver aux malades les plus sévères. Et puis, je n'ai pas le temps de traiter la spécificité de l'oxygénation apnéique, mais donc l'oxygénothérapie au débit prend en charge l'oxygénothérapie apnéique, mais il faut faire attention au débit auquel on utilise cette oxygénothérapie au débit. Il faut faire attention à subluxer la mandibule. Et puis, il y a des travaux récents qui montrent aussi peut-être l'intérêt de manœuvres de ventilation pendant cette période d'apnée, mais on n'a pas le temps de vous montrer les résultats aujourd'hui. Alors, si on avance, une fois que votre malade est préoxygéné, eh bien, il y a l'induction anesthésique. Donc, je ne m'étendrai pas là-dessus, mais ce qui a changé la stratégie des 20 dernières années, c'est l'utilisation quasi systématique de l'induction en séquence rapide.
Donc, on a le choix des hypnotiques, on ne va pas faire le débat aujourd'hui, et aussi le choix des curares. Le débat reste encore ouvert entre la succinylcholine et le rocuronium, mais l'utilisation de cette induction en séquence rapide a changé notre stratégie et nos résultats d'intubation en obtenant un relâchement quasi parfait de nos patients. Alors, un des points où on va s'attarder un peu plus, c'est quand on s'attaque maintenant à l'intubation, ben, il faut franchir nos cordes vocales et il faut s'exposer. Donc, est-ce qu'il faut utiliser un bon vieux laryngoscope de Macintosh ou est-ce qu'il faut passer aux choses plus modernes, qu'est la vidéolaryngoscopie? Alors, la vidéolaryngoscopie, en fait, bon, on raisonne souvent comme s'il n'y avait qu'un vidéolaryngoscope. En fait, il faut faire attention quand on regarde les résultats ou quand on s'équipe dans son service. Tous les vidéolaryngoscopes, il y en a beaucoup. Ils ne sont pas du tout équivalents. Il y a ceux avec des guides obligatoires, ceux avec des canaux opérateurs, ceux avec des écrans délocalisés, etc. Et donc, tous ces dispositifs ne se valent pas. La stratégie n'est pas la même en fonction du dispositif choisi. Alors, pourquoi on s'attarde là-dessus? C'est parce que l'idée, c'est de franchir les cordes vocales le plus facilement possible, et notamment au premier essai. Et dès qu'on échoue au premier essai, et qu'on se retrouve au deuxième, troisième ou quatrième essai, eh bien, on augmente de manière à peu près proportionnelle, voire même très nettement, les effets secondaires, et notamment les effets secondaires respiratoires qui sont ici en brun. Et donc, l'objectif, c'est d'augmenter le taux de succès au premier essai avec ce genre de dispositif. Donc en 2017, mais les réunions avaient eu lieu en 2016, la société, la SRLF, avait publié des recommandations un peu floues, avec un niveau de consensus, enfin un niveau d'appui de ces recommandations assez faible, disant qu'il fallait utiliser ces vidéolaryngoscopes probablement pour l'intubation, soit d'emblée, soit après échec de la laryngoscopie directe. Et au moment où avait eu lieu cette réunion, tout le monde était en attente de l'étude de Jean-Baptiste Lascarou, publiée dans le JAMA en 2017, et qui comparait donc dans deux bras l'utilisation du Macintosh classique à une utilisation d'un vidéolaryngoscope de type McGrath. Et là, les résultats ont été un petit peu surprenants. Car certes, si on prend cette classification de Cormack-Lehane, qui est donc une classification qui permet de mettre des stades sur la vision des cordes vocales, donc le stade 1, c'est on voit bien les cordes vocales jusqu'au stade 3 ou 4, où là, ça commence à être la catastrophe, et bien clairement, le vidéolaryngoscope permet d'améliorer la vision des cordes vocales, mais voir les cordes vocales, ce n'est pas forcément réussir à les franchir, et les taux de succès du premier franchissement des cordes vocales n'étaient pas statistiquement différents dans les deux groupes. Donc cette étude a été un échec pour mettre en avant la vidéolaryngoscopie de principe, tout venant en première intention dans cette cohorte de réanimation. Et puis, dans une analyse post-hoc, qui est un petit peu discutable parce que la qualité de saisie peut être des complications et peut-être à remettre en cause, mais clairement, il y avait plus d'effets, de complications, d'effets secondaires liés à l'intubation au cours de la vidéolaryngoscopie, et de manière significative, quand on poulait toutes ces complications, il y avait un taux de complications sévères, significativement plus élevé dans le groupe vidéo-laryngoscopie. Donc, malgré des avantages théoriques, la vidéo-laryngoscopie en routine, c'est pas si simple. Pas encore, c'est peut-être un peu fort parce que beaucoup de services se sont équipés, mais les études ne le montrent pas si bien que ça. Mais probablement, il faut l'utiliser surtout quand il y a un risque d'intubation difficile anticipé, peut-être un MACOCHA qui commence à être élevé, en cas d'échec d'intubation, et ça doit apparaître dans vos algorithmes. En cas de Covid, ce n'est pas le débat du jour, mais ça a été proposé surtout pour diminuer la contamination éventuelle des personnels et prendre un peu de recul sur le malade lui-même. Mais il faut faire attention au choix du dispositif et aussi attention à la courbe d'apprentissage, c'est-à-dire que des gens qui intubent au laryngoscope Macintosh depuis des années, il faut qu'ils se forment au vidéolaryngoscope quand ils veulent changer de stratégie.
C'est une vraie formation spécifique. Alors, je passerai rapidement sur quelques débats qui sont d'actualité pour optimiser la procédure. C'est-à-dire, faut-il utiliser une bougie ou un mandrin long béquillé qui permet, donc c'est les dispositifs qui permettent d'aborder plus facilement et de cathétériser les voies respiratoires plus facilement, ou faut-il utiliser un stylet, donc à notre disposition, c'est-à-dire un stylet court qui était plutôt décrié sur les études anciennes. À notre disposition, on a surtout pour l'instant cette étude du JAMA qui a comparé l'utilisation systématique des bougies versus un stylet souple, ce qui n'est pas forcément les habitudes aujourd'hui des services de réanimation de mettre un stylet dans la sonde d'intubation. Les résultats, même si cette étude a beaucoup de défauts, qu'elle a été réalisée en monocentrique aux urgences avec beaucoup de vidéo-laryngoscopie associée, elle montre une supériorité dans le groupe de l'utilisation de la bougie systématique pour toute la population, pour la population tout venant, mais surtout dans la population à risque d'intubation difficile. C'est-à-dire que le taux de succès de franchissement au premier essai est supérieur dans le groupe bougie, même si ces taux de succès sont très élevés par rapport aux cohortes habituelles. Et il n'y a pas eu de complications supérieures dans le groupe bougie. Et donc, excusez-moi. Et donc, pour l'instant, on voit bien que ces bougies, ces mandrins longs biquillés sont de plus en plus utilisés, parfois en première intention, qu'on attend les résultats d'une étude de l'équipe de Samir Jaber sur l'utilisation systématique des stylets et qui serait plutôt en faveur de l'utilisation systématique d'un stylet par rapport. L'étude, elle est simplement sur une comparaison stylet versus rien du tout. Bon, ces résultats ne sont pas encore publiés, mais vont être publiés dans les semaines qui viennent. Rapidement, dans les choses d'actualité, il y a optimiser aussi la défaillance hémodynamique. Donc la tendance actuelle était plutôt à pratiquer des remplissages vasculaires systématiques, sauf contre-indication, c'est-à-dire OAP. Les travaux récents ne sont pas forcément très en faveur de cette stratégie, même si elle n'a pas montré d'effet délétère. Et les travaux qui vont se profiler ou qui commencent sont plutôt sur l'utilisation des amines vasopressives précocement, voire surtout en systématique. Alors, pour conclure, parce que j'ai qu'un quart d'heure, 20 minutes, ou pour avancer, ce qu'il faut, c'est que ces procédures standardisées, que ces procédures, elles soient standardisées au sein de votre service et qu'elles regroupent et qu'elles aillent de la préparation de l'intubation à la post-intubation, jusque même les réglages du ventilateur. Là, je ne vais pas aller plus loin parce que vous allez avoir après des topos sur la ventilation artificielle, qu'elles doivent susciter l'adhésion complète et maximale de l'équipe médicale et paramédicale. Vous devez donc avoir des procédures écrites et validées par l'ensemble de l'équipe, avec des algorithmes d'intubation qui vont jusqu'à l'intubation difficile, qui intègrent l'évaluation, l'estimation de potentielle intubation difficile, qui vous permettent toujours d'avoir un coup d'avance préparé et de se préparer à utiliser des dispositifs alternatifs, supraglottiques ou cricothyroïdotomie ou ce que vous voulez à l'échelle de votre service. Samir Jaber, une fois de plus, avait montré qu'en intégrant des bundles au sein des unités, des bundles qui prennent en charge tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire la préparation de la pré-intubation, la préparation de l'intubation, avec des manœuvres systématiques, et également qui prennent en charge le post-intubation, c'est-à-dire vérifier que le tube est bien en place, introduire les amines précocement et l'introduction d'une ventilation protectrice très rapidement permettent de réduire significativement les complications. Donc, c'était une étude avant-après, permettent de réduire significativement les complications au sein de vos unités. Et donc, vos procédures doivent reprendre tout ça, même s'il y a des travaux en cours qui vont peut-être changer un petit peu le contenu, vous devez prendre en charge toutes ces potentielles complications. Alors, l'algorithme, je vous le montre surtout pour vous dire que probablement celui-là n'est pas le meilleur, mais c'est pour vous dire que c'est des algorithmes qui doivent proposer toutes les solutions
de la pré-intubation et surtout pendant l'intubation, en intégrant les dispositifs alternatifs supraglottiques ou les abords cervicaux. Alors celui-là, il avait été communiqué dans la RFE de l'ASFAR, mais probablement qu'il est pas très ergonomique à mettre en place dans vos unités. Mais vous devez avoir des algorithmes qui au sein de vos unités et qui correspondent aux dispositifs que vous avez dans vos chariots d'intubation. Il faut s'entraîner, et s'entraîner, ça veut dire avec toute l'équipe, qu'elle soit médicale et paramédicale. Vous devez faire des sessions, soit des sessions très simples, procédurales, avec des mannequins. Dans quasiment toutes les unités, il y a des têtes d'intubation, parfois avec des séances de simulation plus complexes. Vous devez apprendre à gérer et la procédure et le matériel avec des formations théoriques et pratiques, surtout quand vous changez de matériel. Vous devez répéter ces formations, hein. Le plus simple étant de monter des ateliers récurrents au sein de vos unités, et vous devez y intégrer la simulation, j'ai déjà dit, soit à basse fidélité avec des mannequins, des séances procédurales simples, soit intégrer l'intubation si vous faites des séances d'équipe avec des simulateurs à haute fidélité, c'est possible aussi. En conclusion, j'espère vous avoir convaincu que l'intubation en réanimation, il y avait des spécificités de ces intubations en urgence, qu'il fallait s'astreindre à rechercher des critères d'intubation difficiles, qu'il fallait mettre en place des protocoles en se focalisant surtout sur les complications hémodynamiques et respiratoires, qu'il fallait optimiser la phase de préoxygénation. Il y a beaucoup de travaux récents qui ont été publiés et qu'il faut vous entraîner, vous et vos équipes. L'intubation, c'est un moment important dans la prise en charge du malade, et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation super claire et très, très enrichissante sur l'intubation. C'est vrai que pendant toute une période, les réanimateurs dits médicaux avaient un peu mis de côté cette étape pourtant très, très importante si on se place du point de vue du malade notamment. Et c'est très, très, très important, je pense, que tous les socles très tôt et ces notions qui sont capitales. Est-ce qu'il y a des questions? Je regarde sur le... J'en ai une, peut-être le temps que les étudiants posent leurs questions. Tu parlais un peu de la courbe d'apprentissage sous vidéolaryngoscope. Qu'est-ce que tu conseillerais à nos étudiants, enfin nos internes en phase socle, en termes d'apprentissage? Ils apprennent avec un laryngoscope traditionnel, et puis quand ils savent faire, ils s'entraînent avec le vidéolaryngoscope pour l'utiliser en cas de situation difficile, ou ils commencent avec le vidéolaryngo et quand ils savent faire... Non, moi, je conseille d'utiliser, enfin, d'abord, il y a beaucoup de services qui ne sont pas encore équipés. Alors là, avec le Covid, pour des raisons plutôt d'hygiène et de contamination du personnel, tout le monde s'est équipé de vidéolaryngoscope. Mais il y a beaucoup de services, enfin tout le monde, non, justement, il y a beaucoup de services qui sont équipés, mais il y a encore des services qui ne sont pas équipés. Puis il y a des zones où on est appelé pour intuber, où il n'y a pas de vidéolaryngoscope, enfin, où ça dépend comment sont gérées les intubations hors réanimation. Mais nous, dans notre arbre, on n'intube pas systématiquement au vidéolaryngoscope. Donc moi, je conseille de se former d'abord à l'intubation en laryngoscopie directe au Macintosh, et puis ensuite de se former aussi au vidéolaryngoscope. Ouais, pour l'utiliser dans les intubations difficiles, à condition Pour de le l'instant, faire correctement dans des situations standards, quoi. pour l'instant, même s'il y a une tendance, on voit bien que et le Covid a encore accentué cette tendance à intuber de première intention avec les vidéolaryngoscopes. Mais la seule étude de qualité qui est à notre disposition, elle n'a pas montré que c'était un franc succès. Donc, les recos ne sont pas si formels que ça. Donc, nous, c'est plutôt pour l'intubation difficile. Ouais. Avec une difficulté dans les études, c'est que les intubations difficiles ne sont pas très fréquentes, et donc Non, c'est un objectif qui est non. difficile à étudier, quoi. Et puis maintenant, il va y avoir il y a des projets d'études qui sont des combos avec vidéolaryngoscope plus une bougie qui vont améliorer le taux de franchissement au premier essai. À ce sujet, il y a une question de Maxime qui dit, juste pour être sûr, au vidéolaryngos, on doit toujours monter la sonde sur un mandrin stylé en métal? Point d'interrogation. Point d'interrogation, il persiste. Pour l'instant, en fait, quand on lit,
il y avait très peu d'études sur l'utilisation du stylet. Donc, en fait, ça dépend des dispositifs. Il y a des dispositifs vidéolaryngoscopes où c'est le stylet obligatoire, mais ces vidéolaryngoscopes, ils n'étaient pas franchement recommandés parce qu'il y a eu beaucoup de complications. Et donc, dans les vidéolaryngoscopes qui sont plutôt recommandés, qui ont été beaucoup achetés, là, je ne veux pas faire de pub, mais enfin, au moment du Covid, la plupart, c'est sans stylet obligatoire. Après, Samir Jaber, là, c'est en cours de soumission, probablement au Lancet. Il y a une étude qui a été faite, donc c'est l'étude Stiletto d'Audrey Dejon, qui a l'air de montrer une utilisation légèrement bénéfique du stylet systématique par rapport à rien. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Donc peut-être que dans les mois qui viennent, on va repartir à remettre des stylets un peu plus systématiquement dans les sondes, sachant que les stylets qu'on a à notre disposition, ils sont quand même beaucoup plus souples, moins traumatiques que les premières études d'il y a 15-20 ans, qui avaient plutôt, c'était des études au bloc opératoire, mais peu importe, qui avaient montré beaucoup d'effets secondaires à l'utilisation des stylets qui dépassaient des sondes, qui étaient très rigides. Il y avait des lésions trachéales. Ouais, tu l'as dit, mais que ce soit bien clair pour tout le monde, c'est différent du mandrin long béquillé, qu'on appelle parfois Frova. Ouais, Frova, c'est la marque, hein, mais le stylet, c'est de la taille de la sonde d'intubation. C'est très souple. Le mandrin long béquillé, tout est dans le texte, mais c'est le Frova ou le mandrin d'Eichmann, là, suivant les marques. Et donc, c'est un mandrin long qui est béquillé au bout et qui permet de cathétériser les cordes vocales beaucoup plus facilement, notamment quand elles sont un petit peu hautes ou difficiles d'accès. Merci Christophe. Juste pour préciser, en fait, je pense que ça dépend vraiment aussi du type de vidéolaryngoscope qui est utilisé. Il y a des lames qui sont... Enfin, c'est pour ça que, comme tu disais bien, je pense qu'il faut vraiment connaître son matériel. Ça dépend de... Il y a des lames qui sont hyper angulées, qui nécessitent du coup d'avoir des stylets parce que ça rend plus facile la cathétérisation. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment s'entraîner avec le matériel qu'on a à disposition. Et il faut avoir sa stratégie propre en fonction du matériel. Et c'est pour ça que la procédure, elle doit être détaillée au sein de sa propre unité. Merci beaucoup, Christophe. Je pense qu'on va pouvoir passer à l'intervention suivante. Eh bien, merci beaucoup et bonne journée à tous. À bientôt. Merci Christophe, merci beaucoup. Donc, l'intervention suivante porte sur les modes de ventilation mécanique. On va la faire avec Guillaume et Nicolas Terzi, qui est en Mauritanie actuellement.